Mesdames, messieurs, applaudissements pour Anthony Rofidal. Bonjour tout le monde. Anthony, passionné de pêche, sportif bien évidemment, mais en même temps passionné de paysages, de voyages à travers la France, hein, j'ai l'impression. 85 départements, c'est énorme. Ouais, surtout en 3 mois. C'est énorme. Vous n'avez pas arrêté de bouger, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'inverse de ce qu'on imagine pour les carpistes. On dit toujours qu'ils s'installent avec une tonne de matériel, qu'ils ne bougent pas. Et ben là, j'ai bougé, quoi. Donc on peut être passionné de pêche à la carpe et bouger en permanence. Ouais, c'est une pêche, comme du power fishing. On peut être actif, vraiment. C'est ce que vous allez démontrer à travers ces belles images? Ben, j'espère. Ouais. Carpe Odyssey, c'est votre partenaire? C'est moi. C'est ma chaîne. C'est notre chaîne, ouais, d'accord. Très bien. C'est ma chaîne sur YouTube. En fait, les épisodes sont passés sur YouTube. Et là, c'est une petite vidéo qui, avec quelques images nouvelles et un petit peu de mon retour après un an, puisque ça fait un an déjà que le tour est passé, un peu plus d'un an. D'accord. Donc certains peut-être connaissent déjà le... Oui, d'ailleurs, ce serait cool de voir qui c'est qui a regardé le Carp Tour. Ah ouais, et ils reviennent, c'est génial. Bravo. C'est cool. C'est cool. Ben, en tout cas, vous allez pouvoir passer un bon moment et surtout échanger avec Anthony à l'issue de la projection. Vous resterez là, hein, vous pourrez répondre à des questions, discuter, leur donner des astuces, des adresses également. Ouais, si je m'en rappelle. Ben, il y en a bien quelques-unes qui ont dû marquer votre esprit quand même. Ouais, quelques-unes. Sur les 85 départements, c'est lequel que vous avez préféré? Ouais, justement, ça c'est une question piège. Franchement, c'est très compliqué. Ouais, parce que ça dépend aussi de la saison, du moment où je suis passé. Il y a des jours où ça marchait super bien et des jours où c'était très difficile. Donc, je garde pas forcément le même souvenir. Voilà. La difficulté, ça fait partie du plaisir de la pêche, bien sûr. Hein. Ouais, carrément. D'ailleurs, je cherchais. Si tout était facile, ce serait pas marrant. Ouais, je suis d'accord. Non, je cherchais à ce que ce soit difficile aussi. Donc, j'ai un peu varié. J'ai fait des eaux un peu faciles et des eaux un peu plus difficiles. Des étangs, des lacs, des rivières, et c'était pas toujours évident. Ouais. Mais voilà. En tout cas, la vidéo, elle fait 15 minutes, donc il y a du temps après pour échanger. Je serais vraiment content que vous restiez. On mettra de la lumière. Voilà, qu'on serait échange. bien. Et c'est trop cool. En tout cas, ouais, c'est génial d'être ici, quoi. Moi, ça me fait... Ouais, c'est un bel endroit. Hein. Ouais, enfin, l'endroit, je sais pas, mais les gens, c'est trop cool. C'est cool. Voilà, en tout cas, on va pouvoir lancer la projection si vous le voulez bien. C'est bon pour moi. Allez, c'est parti. Carp Tour 360 par Anthony Rofidal. Merci. Le Carp Tour, c'est un tour de France de pêche à la carpe en solo de 90 jours, réalisé au printemps 2021, avec pour objectif de capturer au moins une carpe par département français. L'idée derrière ce tour, c'est de voyager loin, longtemps, et de vivre pleinement des moments au bord de l'eau, des moments qui nous ont été interdits pendant les années du Covid, et de se challenger à tous les niveaux, dans tous les domaines de la pêche de la carpe. Donc si le remorqueur s'en va, je pourrais mettre une canne. Après, il fout un sacré boucan, donc j'en sais trop rien. Si ça peut encore se tenter, je vais quand même essayer. Bon les gars, je peux pas pêcher parce qu'ils sont sur le coup en train de faire des travaux et en plus de ça, bon, je me suis dit que j'allais quand même essayer de dormir un peu, mais j'ai l'impression de sortir d'un vol pour Singapour là. C'est dur, il faut que je remballe. En plus c'est trempé, bon, ça... Et que j'aille pêcher ailleurs, quoi. Déjà, il y a un challenge logistique. Il faut repenser le matériel. Comment est-ce qu'on fait pour faire 90 départements en 90 jours? Donc je suis parti de ce que je connaissais, de mes pêches rapides, de mes propres pêches rapides. Et j'ai essayé d'imaginer qu'il me faudrait tout, mais que l'essentiel. Tout pour pouvoir pêcher dans toutes les situations, toutes les techniques de pêche à la carpe qui sont à notre disposition, tous les outils qui sont à notre disposition pour attraper des carpes, mais en même temps enlever tout ce qui n'est pas indispensable. Alors ça, c'est ce que je prends tout le temps au bord de l'eau, quoi qu'il arrive, stalking ou pêche statique. Dedans, j'ai en fait, tout simplement, c'est un tapis de réception qui est mis dans un filet de pesée. J'ai mon épuisette, un cobra, quelques pics, ma canne à rôder,
toute petite, hein, qui va dedans. En fait, je prends toujours ce tapis, et si je prends mes cannes statiques, je rajoute juste les pics supplémentaires dedans, pics arrière s'il y a besoin, et voilà, et je suis prêt, je le mets sur l'épaule et en avant. C'est comme ça que je me suis retrouvé à partir finalement sans écho-sondeur, sans batterie, sans moteur, mais quand même avec un petit bateau. J'ai passé beaucoup de temps en waders pour pouvoir aller chercher les poissons dans des endroits où ils se sentaient en sécurité, et donc pour pas perdre de temps moi sur l'approche. Je me suis retrouvé sur un lac près de Manosque, le lac de la Forestière je crois, et quand je suis arrivé en fait j'ai vu il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit ça va être compliqué, et donc j'ai choisi un endroit où les gens s'installent pas, c'est pas un poste, c'est au bord de la route, c'est dégueulasse, ça donne pas du tout envie. Je me suis dit ben c'est là qu'il faut se mettre. On m'avait clairement déconseillé d'aller là, donc ça m'a encouragé. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que j'ai posé la canne, j'étais en train de la poser sur le détecteur. Et là, je me rends compte à un moment donné, en fait, je prends une tape dans le sillon. Je me dis, mais c'est pas possible. Et voilà. Et en fait, il y a une carpe. Donc, littéralement, allez, 1 minute entre le moment où j'ai fait rentrer la bouillette dans l'eau et le moment où j'ai fait le poisson. Et donc ça, c'est quand même assez rare. Ça arrive pas souvent dans une vie de pêcheur. Ah, putain. Voilà. Voilà les gars, Alpes d'Aude, Provence validé. Génial. Je me suis retrouvé à enlever des tas de choses que j'ai l'habitude de prendre en session, et à vraiment me focaliser juste sur réduire la distance qui me sépare des carpes, peu importe comment, mais aller les chercher, les traquer. Attends vraiment à avoir une touche. Ah, elle y est, hein. Les pieds dessus. Et oui. Et voilà, la carpe de la Drôme, sur un petit bras du Rhône. Le plus difficile, ouais, ça a été de trouver les informations. Si je dis, ben, moi j'ai besoin de trouver un endroit où faire un poisson rapidement, certains vont imaginer que ce que je cherche c'est des poissons de 25 kg, et donc ils vont me trouver un endroit où il y a des gros poissons mais qui ne sont pas faciles à faire ou pas nombreux, et donc c'est pas du tout ça que je recherchais. D'autres vont me proposer des parcours de nuit, mais les parcours de nuit j'en ai entendu parler, forcément je les ai vus sur les sites des fédés, donc c'est pas non plus forcément ça qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse c'est une eau, de préférence plutôt belle, bien peuplée, où j'ai une chance de faire un poisson rapidement. Et finalement, ben ça, c'est pas facile à trouver. Alors, bah là, ça c'est un bon moment aussi du tour, très bon moment. En fait, j'étais allé repérer, la veille, je me suis mis à la limite de 2 départements. Je suis allé repérer des lacs, et ensuite j'ai pêché la rivière dans le département voisin. Et je fais un poisson. Alors, je m'y attendais pas trop parce que c'est une rivière qui m'inspirait pas trop confiance. Et puis comme ça, bah, je fais un poisson un peu à l'arrache en pêchant la berge d'en face. Donc déjà super content. Rivière, Génial, trop cool. Et donc après avoir remis ce poisson à l'eau, je suis parti pêcher le département d'à côté sur les lacs que j'avais repérés. Et là du coup, bah, il y a 2 lacs. C'est très encombré, mais j'ai repéré des poissons. La veille, j'ai essayé de les prendre au pain sans y arriver. Et là c'est le matin, et en fait ça mord quoi. Les poissons ils sont vraiment ils sont en confiance, ils ont mangé sur mes bouillettes, mais malheureusement voilà, je perds la première. Je suis dégoûté parce que je la perds devant l'épuisette. Je perds la seconde aussi, mais je pêche un peu près des obstacles, et c'est des poissons qui sont là, ils sont en forme à cette période de l'année. Et enfin je teste un 3e spot, et là c'est pareil, ça démarre. J'y crois plus parce que je me dis c'est incroyable, je fais un nombre de touches de fou, et voilà, et là je donne tout pour pas la perdre. Je lui donne pas 1 centimètre, et donc ça fait un combat assez marrant, et voilà, donc j'ai pu valider le département comme ça après une matinée et une nuit vraiment excellente. Donc ouais, j'en garde un très bon souvenir. Yes. Ah putain, elle est dedans.
Un beau petit missile. Ce qui est intéressant au niveau des appâts, c'est que là aussi je me suis beaucoup adapté, j'ai beaucoup évolué et en rencontrant des pêcheurs d'un peu partout, de toutes les régions, avec des façons de faire différentes, j'ai aussi modifié moi mes appâts. Je pêchais beaucoup avec des appâts assez gros, pour pas dire grossiers, et donc au fur et à mesure j'ai réduit la taille de mes appâts. Je suis passé d'une majorité d'appâts denses à une majorité d'appâts flottants sur des spinner rigs, des appâts plutôt petits, 10, 12, 14 mm. Et en fait ça m'a beaucoup plu, ça a été hyper efficace pour faire des pêches rapides. Ah oui, ah oui. Ah, elle sait exactement où elle veut aller. C'est qu'il y a des branches. Ouais. Et elle est vraiment jolie. Yes. Ah, yes. C'était hyper intéressant, j'ai énormément appris pendant ce tour, du fait de justement me confronter à d'autres façons de pêcher. On a retrouvé donc François et Thibaut qui nous guident chez eux et ils nous ont amenés sur un lac c'est dans le 43 il me semble, ouais. Et en fait on passe clairement la meilleure journée de notre vie, déjà parce qu'il y a une ambiance de fou, ils ont ramené des potes aussi et on rigole bien toute la journée. Et ça mord, c'est assez incroyable. Essaye de tendre dans les bras morts, Tony. Colle-la-moi à l'objectif. C'est vraiment la journée où j'ai vu le plus de carpes de ma vie. Et au bout d'un moment, on a même essayé des trucs de fous qui ont payé. Bon bref, je vous laisse avec les images, mais vraiment un énorme souvenir, quoi. D'ailleurs, merci encore François et Thibaut. Pour ce moment, quoi, c'était excellent. Impeccable. La haute, comment on dit un habitant des hautes Altiligérien. C'est pas vrai. Non. C'est pas beau, hein. Une altiligérienne. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu, il s'est dit non, moi je suis une carpe les gars. C'est sûr que ça a été un challenge aussi physique et mental. J'ai dormi sur un bed chair toutes les nuits. J'ai balader mon matériel plusieurs fois par jour, tous les jours, porter des fois sur des centaines de mètres et pour rien. Et il a fallu aussi apprendre à conserver mon énergie, la restaurer convenablement. Je ne suis pas un grand sportif, donc je ne sais pas me nourrir comme les grands sportifs et j'ai fait beaucoup d'erreurs sur la route parce que j'avais pas le temps, j'avais pas de glacière, j'avais pas de quoi tenir une intendance sérieuse, donc je mangeais sur le pouce. Et je manquais souvent d'énergie, même pour le moral, je voyais bien que ça entamait mon moral de mal me nourrir, de mal dormir, et clairement c'est ça qui joue. Bon, je suis à peu près récupéré. À peu près, je dis bien. Je suis pas en méga forme là. Je me sens pas en super forme mais tout est trempé. Il y a du vent, ouais, je commence vraiment à fatiguer beaucoup là. Donc, je vais rester ici encore un peu. Bon allez. Il faudrait déjà que je trouve un coin où pêcher après le canal là pour essayer de faire un poisson. C'est le vent. Donc il faut que je reparte faire quelques recherches. J'avais marre de chercher des coins. J'avais trop marre. Mais bon, allez, je suis ici alors autant continuer. On n'est pas venu là pour être ici. Bon.
les quelques fois où on m'a proposé une bière, j'ai bu une bière et ça a été les pires jours du Carpe Tour parce que j'étais crevé et que j'avais juste envie de dormir et j'avais juste envie d'arrêter, quoi. Clairement, il faut être en bonne condition physique, c'est certain. Et le mental, il est lié à l'hygiène de vie qu'on a pendant cette période-là. Je savais bien que j'avais des puces. Bah super. Ok, bon bah ça c'est l'un des inconvénients hein, de camper à l'arrache pendant des semaines. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, je ne sais pas encore comment, mais je suis bien content de l'avoir fait. Je suis complètement refait. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'ai bien fait ma lautoise. Et je suis tellement heureux que pour ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. N'importe qui aimerait pouvoir vivre ce genre d'expérience et d'aventure, surtout après les années qu'on vient de vivre. Et c'est des moments que j'oublierai jamais. La carpe du Cantal. Mais il y avait des carpes dans ce petit étang. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ma vie de pêcheur là. Camembert, araignée de porc, chipolata. Il est 8h29 et 50 secondes. Le Carpe Tour c'est fini dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! Voilà. Demain je repars. Demain je repars. La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Merci. C'était trop cool de vous montrer ça. Et franchement, vous êtes hyper nombreux, c'est impressionnant. Ouais. Du coup, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Il y a un deuxième micro, je crois. Ouais, il est à la régie. Oh, pardon. Si Seb, à la limite, tu veux y aller? Ouais. Merci. En attendant, on peut gueuler. Est-ce que vous avez réussi à en faire une par département? Presque. J'ai pêché 85 départements, j'en avais prévu 90. Et puis il y en a que j'ai annulé finalement un peu au dernier moment. Soit parce que c'était vraiment trop galère. En fait, par exemple, je pense au Calvados où c'était déjà pas sur ma route. Et quand j'ai vu les eaux qui étaient possibles de pêcher, il y en avait très très peu. Tout était interdit, enfin tout était privé partout. Et moi j'essayais surtout de pêcher du public. Donc je me suis dit tant pis, je zappe. Il y a le Jura aussi où en fait ils ont une carte à part, donc il faut reprendre une carte fédérale à 100 €. Donc ça me faisait vraiment, ouais, ça me faisait chier de faire ça. Donc du coup finalement j'ai pêché 85 départements et j'ai sorti 73 validés et 5 départements où je perds le poisson devant l'épuisette. Voilà. Dans ma tête c'est bon, ceux-là je les ai validés aussi, mais voilà, il m'en manque 7. Donc
Après, il y a des départements où je passais très peu de temps, quelques heures. Et franchement, c'est... Enfin, le bluff, ça marche, mais pas toujours, quoi. Tu vas passer bientôt plus de temps sur la route qu'à la pêche. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur la route. Franchement, ma voiture, c'était chez moi, c'était mon chez moi. Ouais. J'ai fait presque 15 000 km. Et justement, j'ai essayé de réduire au maximum. Et donc, il y a des fois des gens qui me contactaient pour me dire « Ah, j'ai un bon coin à te proposer ». Mais c'était à l'autre bout du département. Et donc, en fait, ça m'arrachait le cœur, mais je ne pouvais pas le faire, quoi. J'essayais de passer entre deux départements pour faire un petit saut à gauche, un petit saut à droite et continuer, quoi. Mais ouais, la voiture, c'est très long. Et j'avais super peur d'avoir un problème de voiture, justement, en plein milieu, quoi, et d'être obligé d'arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'avais 90 jours, en fait, pour le faire. Je me suis pas dit, tant pis, si j'ai un problème, je m'arrête, je reprends plus tard. C'était vraiment 90 jours là, et si je me plante, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le défi. Il y a d'autres questions? Oui? Bah, t'as vu, hein, l'hygiène de vie, c'est pas ouf. Bon, il faisait pas trop froid, donc j'ai pu de temps en temps me laver dans la rivière. Où, voilà, les voisins, ils étaient contents de voir un mec descendre, se laver au bord de la rivière. Je suis allé des fois dans un camping aussi. Il y a des gens, d'ailleurs, aussi des contacts que j'ai eus, qui m'ont invité à venir chez eux me laver. Donc ça, c'était trop cool. Et donc ouais, j'ai rencontré quelques personnes et franchement, ils m'ont sauvé la vie. Il y en a d'ailleurs dans cette salle. Tout à l'heure, on en reparlait. Quand j'ai paumé ma canne dans l'épisode... c'est Gloire Atlantique, c'est ça? Je me souviens plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, je suis allé chez eux, ils m'ont nourri, ils m'ont filé leur douche. Et voilà, donc après, une fois que t'es propre, reposé, bah, tu peux repartir. Mais quand t'es sale, c'est horrible, quoi. Donc c'est galère. C'est galère. Et les campings, c'était chouette. Franchement, j'étais content quand j'allais dans un camping, c'était grand luxe, quoi. Ça changeait pas. Es-tu prêt à recommencer? Moi, oui. Ma copine, moins. Elle a pas trop prêt. Bah, t'es contente que je le fasse une fois, voilà, une fois. J'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo. Non, je suis prêt à recommencer, mais je me dis... je sais pas, je me dis que c'était cool de faire un one-shot, en fait. Après, tout le monde m'a dit, ouais, tu vas faire quoi après je sais pas, en Europe, ou... Enfin, voilà. Il y a des trucs cool, mais j'ai pas envie de faire de la surenchère non plus. Et en fait, en France, il y a plein de choses cool à faire. Donc, ce que je ferais bien, c'est prendre des départements, certains départements qui m'ont plu, ou alors certains où j'ai pas eu le temps, et les refaire. Mais peut-être m'organiser un poil plus à l'avance, parce que là, franchement, j'ai improvisé tout le temps, quoi. Donc, je suis passé à côté de super opportunités, quoi. Après, j'ai pêché des coins cool que j'aurais peut-être pas pêché autrement, quoi. Sinon, pour l'eau potable, tu as une solution que j'ai fait. Ouais. J'ai fait ça sur 15 jours, moi, mais quelques Ah, ok. mois. Et l'eau potable, j'en trouvais dans les cimetières. Tu as toujours un robinet. Ah, ouais, ok. Ouais, Pas bête. Ouais, ok. Dans les cimetières, si jamais vous cherchez de l'eau potable. Ah oui, ils arrosent les plantes. Mais oui, ok. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, ça, moi, c'était le... Mais c'est bien, non, mais c'est cool, mais la logistique, c'est super compliqué. Ouais. Après, pour manger, enfin, moi, j'avais jamais de frais, j'avais pas de glacière, parce que j'avais viré tout ce qui servait à rien. Et donc voilà. Mais de temps en temps, je me disais, là, il faut manger une tomate, là, c'est important. Il faut... Ouais. Il y en a dans les jardins, si c'est la bonne époque. On peut piquer dans le jardin, c'est vrai. Parmi ceux qui ont regardé le tour, là, vous aviez des questions sur votre département, à la limite, où je suis passé, ou les endroits, justement, les adresses, parce que je sais qu'on m'a souvent demandé, t'es passé où, c'est quoi le nom du lac où tu t'es arrêté? 85, la Vendée. Ouais, maintenant je connais ma géographie. Mon prof de CM2 serait fier. Le 85, c'est le barrage de Rochereau. Très cool ce barrage, ouais. J'ai bien aimé. Il y a la pêche de nuit sur une petite partie, c'est ça? Et ouais, j'y suis resté longtemps d'ailleurs, je suis resté 24 heures, c'est très rare que je reste aussi longtemps, mais j'ai pêché un peu en stalking, justement, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo du coup, ou dans le Carp Tour, je pêche souvent avec une canne, avec un flotteur, et donc je suis allé tester des coins, il y a plein de petits bras et tout, et c'était juste après la frais, donc c'était un peu compliqué de trouver les poissons parce qu'en fait ils avaient déserté les zones de frais, mais vraiment déserté. D'ailleurs je m'en suis rendu compte pendant le Carp Tour que les poissons faisaient ça.
je me disais qu'ils restaient un peu sur la zone de frais, mais en fait non, je crois qu'ils ont tellement épuisé la bouffe, tout, qu'ils étaient partis. Donc voilà, mais après je me suis calé sur le poste de nuit et c'était chouette. Rochereau, bon... Mais je crois qu'en Vendée, il y a pas mal de coins quand même. Ouais, un département qui est bien desservi, ouais. Et c'est pas le cas de tous les départements. Mais justement, la Vendée, j'y retournerai bien, parce qu'il y a plein d'options. Pareil pour tout le Marais poitevin et en montant. Jusqu'à la Bretagne, là, ça devient compliqué. Bretagne, j'ai beaucoup galéré, ouais. Dans la Vienne, il y a plein de rivières sous terre, finalement, enfin moi je sais que j'attendais de 86, du coup tu t'es retrouvé dans un petit étang, t'as essayé le Clin à Poitiers. Ah oui, le Clin à Poitiers, ça c'était chouette. Ouais, mais là c'est typiquement les galères que j'avais de temps en fait. C'est que... Mais alors ça, il y avait des départements où je regardais sur la Fédé, pas les parcours de nuit, puisque du coup... c'est même pas un étang fédéral. Je sais même pas, mais j'ai vu le nom de l'étang apparaître sur le site quelque part, d'une APPMA ou un truc. Et donc là, c'était galère. Après, c'est des étangs qui sont faciles à pêcher. Quand tu y vas, surtout au mois de juin, voilà, tu as des poissons qui sont actifs. Donc je trouvais... Enfin, souvent, c'était sauf capot, c'était cool d'en trouver. Mais par contre, je savais pas sur quoi j'allais tomber, quoi. Des fois, tu vois un petit étang, 1 hectare, 2 hectares, tu y vas. Et effectivement, niveau législation... ça m'est arrivé de pêcher à un endroit et qu'après on me dise « Ouais, mais vous avez la carte bidule du machin avec le timbre bidule ?» Je suis « Non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Je peux pas m'arrêter. Oui, si, vous l'avez au restaurant, là-bas, à 6 km. Non, je vais pas chercher la carte là-bas et revenir, c'est mort. » Donc, ouais, donc, dans la Vienne, c'était typiquement un petit étang comme ça. Et pour moi, c'était OK de pêcher, mais ça se trouve, ça n'était pas. Ah, j'en sais rien, peu importe. Non. Je me doute bien que je ne peux pas faire que la rivière. Ouais. Mais le Clin à Poitiers, c'est très chouette, c'est une rivière, c'était translucide là, il y avait des carpes, on les voyait passer, c'était chouette, ouais. C'est une eau claire. Ouais, c'était clair, ouais. C'est une eau très claire, pas simple à pêcher. C'est pas pêché? C'est pas simple, pas simple. Ah, c'est pas simple, non, c'est pas simple à pêcher. D'ailleurs, elles m'ont gaulé, les carpes, j'ai abandonné parce que je voyais qu'elles me voyaient, quoi. Ouais. Non, mais c'était très bien ça, à Poitiers, ouais. Mais j'ai manqué de temps, vraiment manqué de temps, ouais. En fait, j'ai dû faire des sacrifices aussi des fois en me disant je reste là parce que je me plais et je sens que ça va mordre. Et je me dis, j'avais prévu jusqu'à 18h et finalement je vais rester jusqu'à 20h. Et à cause de ça, le département d'après, il souffrait parce qu'il avait perdu 2 heures, quoi. Donc, et c'est super difficile de partir d'un endroit quand on se dit ça va mordre. Ou alors un endroit qui nous plaît vraiment, quoi. Mais ça m'est arrivé plein de fois et de me dire... Pardon ? On a envie d'y passer du temps. Ouais, c'est ça, on a envie d'y passer du temps. Bah ouais, quand on se plaît, c'est chouette. Mais il y avait plein de départements où j'ai dû partir. C'était trop dur de partir, franchement. Oui, il y a un ou 2 lacs où tu as eu un peu cette réflexion sans contre-cœur. Ouais, ça n'a pas donné la première fois. Putain, j'y retourne une deuxième fois, mais puis je sais plus c'était où tu as fait ça. Ouais. Et mais oui, en fait, c'est ça la question, c'est quand est-ce qu'on abandonne, quand est-ce qu'on s'en va justement du spot où on est, parce qu'on se dit ça va mordre, franchement c'est sûr que ça va mordre. Mais le temps passe et puis du coup merde, il y a plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en partant, ça valait le coup généralement parce que tant pis j'abandonne, mais là où je vais après, j'ai aussi des chances de faire du poisson et à chaque fois, quasiment à chaque fois, ça a marché, ouais. Yes. Pour le Cantal et le Puy-de-Dôme, vous avez pêché. C'est pas des départements faciles aussi. Ouais. Franchement, dans la vidéo, il y avait le petit extrait. Et ça, c'est un lac à truites en fait, à côté de. C'est au Rouget, je crois, à côté de Saint-Étienne-de-Cantès. Oui, c'est ça, près d'Aurillac, ouais. Et là, pareil, typiquement, lac à truites, une canne autorisée. Je me suis pointé là-bas. J'ai vu un mec pêcher la carpe là-bas. Je savais même pas s'il y avait des carpes en plus. Je me suis dit, bon, il me reste 2 heures, je tente le coup ici, quoi. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je tombe à l'envers, je suis tellement. Il fait un temps pourri, il fait froid. J'étais tellement soulagé. Et puis de je suis allé sur un lac magnifique. C'est quoi, Chambon, c'est ça? Ouais, trop beau. Mais d'ailleurs, avec Seb, t'étais là. C'est quand on est redescendu de la Haute-Loire, là. Mais là, non, il y a trop galère. Trop galère. Pour repérer les poissons et tout, je me suis complètement planté, quoi. Je suis allé sur un coin où il y avait des îles sympas, mais il y a une plage, là. Mais en fait, je me dis, c'est trop pêché ou là je me suis foiré complet. Du coup je suis repassé dans le Puy-de-Dôme après à un moment donné en allant vers Vichy et j'ai pêché un petit étang aussi pareil, un truc
1 hectare ou 2 et je perds un poisson qui se décroche. Pareil. Donc, pour le Puy de Dôme, c'était la bête noire. 2 fois j'y vais, 2 fois je suis pas loin, mais ça marche pas quoi. Donc, ouais. Et Cantal, bah, ouais, j'étais content. Cet été de Cantal, c'était chouette, mais très compliqué, avec des barrages très compliqués. Oui. 51 Le 57 c'est quoi le marque? Un Moselle. Je me rappelle plus. Je crois que j'ai galéré à cet endroit. Je suis passé très vite parce que j'avais rendez-vous en Alsace. Et du coup, en plus il y a eu un orage énorme. Donc je me suis retrouvé coincé dans ma voiture. J'ai attendu pour pêcher. J'ai pêché 2 heures. Et j'ai un festin. Il y a eu plusieurs étangs. Mais très très galère parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pêcher la carpe là-bas. Tu confirmes? Il y a beaucoup de privés peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça, moi je visais quand même pas mal les publics, quoi, donc c'était un peu compliqué. Quoi. Ouais. Oui. Quantité d'appât, tu as passé beaucoup d'appât ou tu faisais comment pour gérer le stock dans ta voiture à 90 jours d'appât? Ouais, ben, les appâts justement, en fait c'est ça qui me poussait à repasser par chez moi de temps en temps pour recharger un peu. Alors au début, le premier mois, donc je démarre 15 avril. 15 avril à 15 mai, franchement, je fais que des pêches rapides, beaucoup au flotteur et tout, très peu d'appât. J'avais des bouillettes hyper attractives, un peu de maïs doux, voilà, donc ça allait. Et puis plus les saisons avançaient, là, franchement plus c'était chaud parce que quand j'amorçais, il y avait les brèmes qui arrivaient, etc. Et je me disais putain, j'ai déjà pas beaucoup d'appât, si en plus elle me bouffe. Donc en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je fasse, c'était justement continuer de faire des pêches rapides. Et quand je devais amorcer, j'amorçais avec des trucs que je pouvais retrouver facilement, donc du maïs, des trucs comme ça dans les supermarchés, donc je rechargeais très facilement. Et je mettais pas tant de bouillettes que ça, quoi. Un petit spinner rig justement. Et en fait les brèmes, j'ai du coup eu plein de problèmes avec les blancs quand ils se sont réveillés. Ils sont venus sur mes coups, ils les nettoyaient très vite. Mais je rechargeais vachement. Et encore une fois, je me donnais quelques heures seulement, tu vois, 5-6 heures. Si les carpes sont pas arrivées en 5-6 heures, franchement c'est mort, elles viendront demain, après-demain, mais si j'ai pas le temps, quoi. Donc j'ai pas consommé tant d'appât que ça. Enfin, au final, je crois que mon dernier voyage, je suis parti, du coup, quand j'ai fait tout le centre, l'Est, et je suis redescendu, j'avais pris genre 80 kg d'appât en tout, genre 20 kg de bouillettes, quoi, et 60 kg de plein de choses. Des bicornes, du maïs, des trucs comme ça. Au début, j'utilisais du frolic, après j'ai arrêté, parce que, bon, c'était beaucoup de brèmes et tout. Mais ouais. Et les appâts, après, toujours des trucs hyper attractifs. Très peu, enfin, pas beaucoup de quantité, mais... Ou alors si des fois je mettais de la quantité de bouillettes un peu de merde pour faire du bruit, pour voir si les poissons rentraient, quoi. Parce que justement comme j'avais que quelques heures, je me disais fais du bruit, tu fous de l'appât et ça va faire venir les petits. Et encore une fois, je me donne allez, un timing, j'ai 4 heures. Si dans 4 heures il n'y a pas de carpe qui est rentrée, tant pis je m'en vais. Mais, donc c'est assez différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que d'habitude on planifie plutôt sur 24, 48, 72 heures. Et là je me disais j'amorce pour 4 heures ou 5 heures, quoi. Donc c'était ma solution pour les appâts. Voilà. Et des seaux assez bien organisés aussi, justement, pour m'y retrouver, quoi. Ouais. Dans l'Aisne, j'ai pêché 2 endroits, un canal, enherbé complètement, je ne sais plus comment il s'appelle ce canal, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en pêche de nuit et tout, donc c'était assez chouette. Il y avait une sorte de port là, et moi je ne m'y connais pas trop en pêche en canal. J'ai pêché la bordure et tout, mais j'ai rien fait. J'étais un peu déçu parce que je m'y attendais, enfin je pensais que ça pouvait marcher. Et après j'ai pêché, je suis repassé plus tard, et quand j'y suis repassé, j'ai pêché aussi un petit étang, pareil, une pêche très rapide, une canne ou 2, et j'ai validé une petite carpe, mais c'est bon quoi, c'était validé. Et c'était vers, tu vois les noms des villes et tout, c'était trop dur, il y en a trop. Ah non, je ne me rappelle plus. Mais dans la vidéo, peut-être je le dis, parce que je passe dans une ville et je suis allé au magasin de pêche et elle m'a dit « il y a un étang là-bas ». Parce que j'étais vraiment le creveur des carpes, quoi. Partout où j'allais, je disais « vous savez pas, il y a des carpes ». Je voyais un papy qui pêchait un truc « vous savez, il y a des carpes ». C'était n'importe quoi, quoi. Mais du coup, on me disait des fois « ouais, il y a un étang là-bas, vas-y ». Bon, tu sais jamais, quoi, mais ça peut marcher. Oui. Au niveau du budget... le budget le plus cher c'est la voiture, l'essence, voilà, les péages et tout. Je crois qu'en tout j'ai dépensé 6 000 € sur les 3 mois.
mais vraiment en comptant tout. Et la voiture, ça devait être à peu près 2000, un truc comme ça. Après, il y a le matériel, tout ça, la bouffe, quelques campings, quelques trucs. J'ai pêché dans quelques lacs privés, mais on m'avait invité, donc j'ai rien payé. Voilà, les appâts et tout ça. La canne à racheter. La canne à racheter. Oui, j'allais en parler, j'allais dire, mais pas non, les fausses manœuvres, sans déconner. Je dis, mais pourquoi? Mais il est fou. Mais oui, ben ouais, j'ai perdu une canne, mais voilà. Mais en fait, ça paraît. Déjà, ça fait chier de perdre une canne. Mais là, ça m'a vraiment fait chier. Parce que j'avais 3 cannes, quoi, voilà, et que je n'avais pas envie de repasser chez les Decathlon pour en racheter une autre, quoi. Donc, ouais, ça m'a vraiment fait chier. On fait des boulettes à deux. Ouais, et donc pour information, faites jamais ça. J'avais serré le frein pas mal, bon, mais ça arrive, mais j'avais mis la canne vers le bas, et donc quand le poisson tire, ben, la canne elle se lève, et elle est partie. Voilà. Donc j'ai fait toutes les conneries qu'il fallait pas faire à cette fois-là. Et voilà, donc j'ai dû acheter une canne, donc il faut le compter dans le budget. Bien que Caperlan m'avait filé quelques appâts et tout, donc ça c'était cool. Caperlan m'a filé des trucs, Starbaits aussi m'ont filé des trucs. Voilà. Je ne vais pas forcément trop mentionner dans la vidéo parce que je voulais pas faire l'effet partenariat, je sais pas quoi, et en fait c'était juste des cadeaux pour m'aider. Mais ouais, voilà, 5-6 000 € à peu près. Pêche statique, pêche stalking. Moi je me rappelle d'un département, l'Aveyron. Ouais. Ah oui, on avait fait une pêche. Où on avait pu mesurer les deux techniques, ouais, même mettre une leçon à quelqu'un qui ne croyait pas au stalking. Ouais. Ben ouais, en fait, je pêche beaucoup en stalking, au flotteur. Ouais, je sais pas s'il y en a qui font ça, c'est un peu. Tu plombes, tu plombes pas? Je mets un petit plomb, je mets entre 10 et 30 grammes. Et en fait, ça ressemble vraiment à un montage classique. On pourrait même laisser juste le poids de lèche descendre en fait. Ouais, des fois tu peux pêcher avec juste lèche. En fait, le poids, ça se laisse tout seul en fait. Oui. Ben, s'il n'y a pas trop de courant, c'est cool. Bah, oui, surtout certains plans d'eau, j'ai vu que tu faisais ça. Ouais. D'ailleurs, là, je l'ai testé sur une petite rivière très, très translucide aussi, je sais plus, la Boutonne, je crois, c'était. C'est là que ça marcherait le mieux d'ailleurs. Ouais, et j'avais pêché avec un fluoro et juste un hameçon et du maïs dessus. Et je fais un cabot et du coup ça a pété le coup, voilà, les poissons sont partis, mais je pense que ça aurait pu marcher. Et j'ai vécu quelques années au Canada et je faisais ça là-bas. Je mettais rien, rien sur la ligne, les eaux étaient très claires. Puis au buldo. Ouais, au buldo. Mais ouais, et là-bas il descend tout doucement et en fait il y a même des fois où les carpes j'en ai attrapé pendant que ça tombait. C'est assez ouf. Mais parce que le rapport est vite fait. Quand tu pêches au cou, souvent quand tu lances la ligne, le flotteur atteint la surface. Quand la ligne se descend et se détend dans la couche d'eau, combien de fois on a une touche avant la fin de la descente de la ligne? Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, on n'imagine pas ça pour la pêche de la carpe, quoi. Ben, c'est exactement pareil. Mais oui, quand on lance le plomb est à impact, on a à peine posé sur le fond, paf, c'est parti, quoi. Ouais. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ouais. Mais des fois, le bruit, c'est cool, hein. Ça les détourne de leur action et curiosité, je sais pas, la bouffe et tout. Mais c'est intéressant, franchement là de pêcher tous les jours c'était cool parce que je voyais justement des comportements de poissons, des choses qui se dégageaient. Donc c'était très intéressant et ça a challengé pas mal de mes conceptions de la pêche à la carpe. Mais par contre ce que tu vois c'est qu'il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres. Et ça on n'y peut rien. Et il y a des jours où voilà, quoi que je fasse ça marchait, et il y a des jours où quoi que je fasse ça marche pas. Ouais. Donc ça c'est quand même important. Et pour revenir sur le stalking et face à la pêche statique, en début de saison le stalking c'est vraiment bien parce que tu vas chercher les poissons sur leur zone de tenue, dans les bordures et tout ça, et tu vas les chercher vraiment là où ils sont, tu vois, donc tu pêches très très précisément, et tu avances très très précisément, et les carpes elles ont juste 10 cm à faire pour prendre ton appât. Et combien de fois on se plante quand on pêche en statique normal, on se dit ouais j'ai lancé près de l'arbre, ouais je suis pas loin, je suis à 5 mètres de l'arbre. Les carpes, elles ne sortiront jamais, elles font jamais 5 mètres, ou alors elles le feront dans la nuit, tu vois, dans 12 heures. Mais en vrai, si tu arrives à pêcher super précisément, tu peux accélérer les touches, quoi. Surtout à la sortie de l'hiver, quand il y a des courants forts sur les rivières, elles sont toujours stagnées sur les bordures. Ouais, c'est ça. Et elles sortent progressivement quand le courant s'amoindrit, et puis elles vont plus au large. Ouais, c'est naturel en fait. Faut comprendre un peu le sens de l'eau, la nature. Mais c'est ça. Mais de pêcher tous les jours, tu vois, au bout d'un moment, tu finis par te dire, ok, c'est une leçon à tirer en fait. Là, c'est que ça marche comme ça. Et plus le temps passait, et plus la pêche statique standard marchait bien. Et même après, au bout d'un moment, je pêchais les poissons en pleine eau. Je sondais vite fait au marqueur et je trouvais des petites cassures, des petits trucs. Je tentais le coup, des trucs que j'aurais jamais fait en temps normal d'ailleurs. J'avançais au cobra, 10 bouillettes autour et ça marchait.
Donc, j'ai début de saison, stocking génial. Et puis plus tu avances et plus la pêche standard va fonctionner. Après, moi, je ne suis pas un expert en amorçage, tout ça, je ne sais pas trop construire des amorçages. Donc, je dis pas, il y a peut-être des gens qui seraient vraiment bons toute l'année et qui feraient des pêches de malade en statique avec 2-3 cannes. Voilà. Mais moi, j'aime bien pêcher la bordure, j'aime bien les zones de tenue, c'est plus facile en fait. Et puis les combats sont faits. C'est plus féroce. C'est plus féroce, voilà, c'est ça. Je regarde pas l'heure, je sais même pas s'il me reste du temps ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. À refaire, est-ce que tu changerais des choses sur ta pêche ou ta façon de vivre? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que je changerais des choses si je le refaisais? Ouais, parce que j'ai quand même vachement appris, et d'ailleurs depuis, je pêche assez différemment. Donc à l'époque, je faisais pas trop de distinction justement au niveau des appâts. Peu importe où je pêchais, j'avais tendance à pêcher un peu pareil, quoi. Et maintenant, je me dis, non, il faut vraiment différencier la taille des appâts, la flottabilité, etc. Les spinner rigs, c'est vraiment trop cool. Enfin, c'est très populaire, hein, mais en vrai, ça marche vraiment bien. Et donc, je pense que maintenant, ce que je fais, et donc si je devais le refaire, je continuerai de faire des pêches très rapides, de prospecter à fond, etc. Mais je pense que j'essaierai de pêcher encore plus précisément. Et vraiment, même quand je pêche loin, quoi, même si je pêche à 50 mètres, il faut que je trouve des trucs très précis et pas pêcher à l'arrache, quoi. Donc j'essaierai d'être plus minutieux, des appâts peut-être plus petits, des amorçages encore plus attractifs, je mets beaucoup plus de liquide maintenant. Au début j'en mettais pas, maintenant je mets un taquet de liquide. Alors c'est cher, donc j'essaie de trouver des promos, d'acheter des trucs d'un litre là. Mais en vrai ça marche tellement bien pour faire rentrer du poisson. Des fois je mettais ma caméra, la GoPro sous l'eau pour voir. Là, tu vois qu'en fait tu mets un peu d'appât, tu mets du liquide, et les carpes elles arrivent, quoi. Elles viennent voir, elles ne mangent pas forcément, mais elles viennent voir. Et pour les pêches rapides, il n'y a rien de tel, quoi. Donc ouais, cette approche-là. Et puis après, au niveau des départements et tout, je crois que je referai à peu près pareil, mais je ferai gaffe aux infos qu'on me donne. Parce qu'il y a des infos qu'on m'a données qui n'étaient pas très bonnes. Donc voilà. Et des fois c'était super, et il y a des fois on me disait ouais voilà c'est génial, et puis quand j'arrivais, les gens me disaient ben voilà c'est un étang, il est super, il y a à peu près une dizaine de carpes dedans. Je dis, il y a 10 carpes dans l'étang, mais j'ai aucune chance d'en faire en fait, comment je fais pour valider c'est trop chaud. Et comment, c'est un conseil de merde, comment on a pu me donner un conseil comme ça, tu vois, moi je demande un endroit où il y a pas mal de poissons, tu vois, pas 10 carpes dans l'étang. Donc c'est arrivé ça. Donc il faudra que je fasse gaffe, il faudra que je sois un poil moins sympa, parce qu'en fait j'essaie d'être sympa en disant bon ben ok tu m'as invité, bon ben je viens, et puis arrivé sur place je dis merde putain ça va être galère quoi. Donc ouais, peut-être faire plus gaffe aux infos qu'on me donne. Mais sinon le reste, rien changé, rester léger comme ça, pas de remorque, pas de truc, organiser la voiture bien carré, mais ouais, le reste c'est nickel. Et au pain, t'en as fait quelques-unes? Ouais, le pain m'a sauvé la vie parce que il y a la période frais du coup, franchement très très galère, et j'ai validé, je sais pas, 4 ou 5 départements grâce au pain. J'ai pas trop changé ma technique, c'est une technique que je fais depuis longtemps, c'est pareil, là j'ai juste l'hameçon, du pain. Par contre, je me suis un petit peu rendu compte que les comportements des poissons face au pain, c'était assez surprenant. Parfois, il faut mettre énormément de pain pour créer de la concurrence. Et si tu mets pas beaucoup de pain, ben en fait, ça va vraiment pas marcher. Elles vont venir, elles vont regarder et puis elles vont repartir. Et il y a des endroits où en fait, tu mets juste un bout de pain. Si tu en mets plus, elles se disent, je sais pas, elles ont déjà vu peut-être la stratégie du donc elles se disent, oh, bon là il y a un bout de pain, ok, elles viennent voir, et elles repassent plus tard et elles le prennent. Il faut être très patient. Et le pain, excellent sauf capot quoi. Mais surtout sur cette période-là. Et je m'en suis servi aussi pour détecter s'il y avait des poissons là où je pêchais. Quand j'allais sur des étangs où je savais pas s'il y avait des carpes, bah, je mettais du pain. Et bon, il y avait des canards qui venaient toujours chier. Et voilà, je me suis battu plein de fois avec des canards. Mais t'as l'air con au bord de l'eau à dire, allez, dégage. Mais ouais, s'il y a des carpes en général, ça marche quoi. Il y a un moment, elles vont monter. Et du coup, bah, après, tu peux décider. Soit tu les pêches au pain si tu sens qu'elles commencent à les prendre bien, tu entends bien le bruit et tout. Donc là, tu te dis, ok, cool, bah, tu montes ton montage et tu y vas. Soit ça marche pas, elles les prennent pas, elles les regardent juste, mais elles les prennent pas. Et à ce moment, tu peux tenter autre chose. Tu peux pêcher au fond, ou alors avec juste de la mie sur le fil, enfin sur l'hameçon, et tu laisses la mie couler comme ça. Et c'est très fragile, mais si tu penses pas très loin, ça va. Ou alors peut-être qu'il y a des astuces pour que ça tienne bien. Mais ça cartonne aussi. La petite mie de pain qui tombe au fond, les carpes, si elles sont là, franchement, elles ont du mal à résister à ça. Le ferrage à vue, en plus. Ouais, les ferrages à vue. C'est tellement... Et tu vois dans la vidéo, là, elle vient juste devant la carpe, donc juste avant, je la rate.
Elle vient juste là, tu vois, tu te dis, il faut que je le valide ce département parce qu'il faut que je me casse, je suis à la bourse sur mon planning et tout. Et là, ouais, si tu la sors, c'est top, quoi. Un pain génial. Je voulais pas en faire trop parce que je me suis dit, bon, les gens ils vont regarder le carp tour et ils vont se dire, ben en fait c'est juste un gars qui pêche au pain tout le long, quoi. Donc voilà, j'ai juste eu une période où ça m'a sauvé, après j'ai arrêté. Ouais. Du carp tour, tu retournes autant à la pêche? Ben non, pas autant. Franchement, j'ai déjà le montage vidéo, ça paraît pas, mais moi je suis pas un professionnel, donc ça m'a pris 1 an pour tout monter et tout diffuser. Et d'ailleurs, ce qui était fou, c'est qu'il y a plein de gens qui me posaient la question en disant mais t'es où là en ce moment? Je disais ben, non, mais j'ai fini, c'était l'année dernière. Je suis en train de monter les vidéos, je les sors après, quoi. Parce que les gens pensaient que je sortais les vidéos en même temps. Et je me disais, mais t'imagines comment tu fais ça, le carp tour, et tu sors les vidéos en même temps? Faut jamais dormir en fait. Mais du coup, ouais, donc, je suis pas trop retourné à la pêche. J'ai fait quelques sessions sympas, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, et là j'en ai encore moins. Mais j'espère que très bientôt je vais pouvoir refaire des trucs. Voilà. Et peut-être même bouger, ouais, je sais pas, bouger dans d'autres pays et tout, faire des trucs cool, mais qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Pour essayer des choses aussi. Ouais. La plus grosse galère du tour, c'est quoi? La plus grosse galère. Je pense que pour moi, le plus difficile, c'était vraiment les fois où il n'y avait pas d'endroit où je pouvais pêcher. Parce que là, je devenais fou, en fait. Quand j'étais, par exemple, dans le Var, je suis allé à Carcès, qui est un lac incroyable, avec des gros poissons. Enfin, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des gros poissons. Le lac était beau, et j'arrive là-bas, et en fait, il y avait marqué pêche de nuit, non, même pas, pêche de la carpe interdite en avril, je crois, ou mai. Pas de bol, c'était quand j'y étais. Et du coup, je me suis dit, merde, j'ai tapé 1h30 de route là pour aller là, j'étais vraiment, c'était chiant. Et après, impossible de trouver un coin, j'appelais la fédé, non, bah ouais, non, on s'en fout des carpistes, voilà, il y a des endroits où c'est comme ça. Et donc, j'ai galéré Var, Bouches-du-Rhône, tout ça, c'est pas la région où ils aiment bien les carpistes. Et ça, c'était des grosses galères parce que franchement, tu vois le temps qui passe et tu pêches pas, quoi. Et tu te dis, bah, si je pêche pas, il n'y a aucune chance que je valide, quoi. Et donc, je finissais dans des endroits pourris. Avec, franchement, ouais, je crois que j'ai validé le Var dans un petit étang, il y avait des animaux crevés pas loin, mais ça puait et tout, et c'était, voilà, et je l'ai validé, et vite fait je suis parti, et c'était pareil dans les Bouches-du-Rhône, c'était un endroit hyper pollué, et là tu te dis c'est vraiment pas cool, quoi. Ouais, donc ça c'était une grosse galère. Je me suis un peu fait mal aussi à un moment donné, c'est con, mais je m'étais ouvert le pied là, en tapant dans un caillou, je sais pas quoi, et franchement, ben, quand t'es sale, ça s'infecte, c'est nul. Du coup, c'était très pourri ça. Donc ouais, c'était une galère aussi. Puis porter le matos, du coup, quand t'as un pied qui te fait mal, bah, voilà. Donc à la maison, ça aurait pas été grave, mais au bord de l'eau là, c'était très chiant, une grosse galère. Puis ma canne perdue. Ouais. Après, j'ai eu aucune galère niveau sécurité, personne m'a embêté. J'ai dormi à Paris, à la Belle Étoile, personne n'est venu me voir. Enfin, des joggeurs qui passaient, c'était cool. Ouais, donc ça c'est cool aussi. On m'a souvent demandé justement, t'as pas peur et tout. Ben, en fait, non, il n'y a rien arrivé. 90 jours, il n'y a rien arrivé. J'ai campé partout. Ma voiture, elle était pleine de matos. Il m'est rien arrivé. Donc ça c'est cool. Voilà. Bon, j'étais préparé, je me suis dit c'est possible que ça arrive. Mais, donc pas de galère à ce niveau-là, pas de galère sur la route. Voilà, juste quelques galères de trouver des coins, quoi. Merci. C'est bon? Mais je crois qu'il n'y a plus de questions. Bon, ben merci beaucoup. C'était vraiment trop cool. Merci. Et puis, ben, on se retrouvera peut-être dans d'autres vidéos, d'autres voyages. Merci beaucoup.